plaisir, Jean-Michel Quatrin, pour Testoun, de t'avoir avec nous encore une fois, et pour cause, puisque Testoun est co-organisateur de ce cycle de grands circuits sur la partie contrôle du bâtiment, et qu'on s'est dit qu'ensemble, hein, Jean-Michel, que c'était il y avait un sujet énorme qui était le télétravail, et qui était un nouveau type de diagnostic qui émergeait. On a commencé à l'aborder avec d'ailleurs Richard Morin de la FIDI. Et donc aujourd'hui, ça va être l'objet de ta présentation, de votre présentation, c'est que vous allez vous poser la question d'outils, de référentiels, de matériel. Est-ce qu'on fait des mesures instantanées? Est-ce qu'on laisse des choses chez les télétravailleurs? J'imagine suréquipé demain avec vous, avec toi, Jean-Michel, mais pour sa santé et sa sécurité. C'est vrai que l'idée de ce webinaire est venue d'échanges avec Xavier, mais également avec nos clients qui font du contrôle technique dans le bâtiment, donc que ce soit des diagnostiqueurs ou des contrôleurs techniques ou d'autres experts qui m'ont depuis plusieurs mois consulté pour savoir ce qu'il était raisonnable de contrôler au domicile des collaborateurs, et le gros sujet, c'est est-ce que effectivement on est plutôt sur une logique d'autodéclaration ou d'autocontrôle de la part du collaborateur, ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique de faire intervenir un prestataire qui va réaliser ces contrôles. Et donc l'objet de mon propos aujourd'hui, c'est de voir que les deux solutions existent et qu'effectivement ça laisse la place à différents modèles qui peuvent être donc et qui seront et qui sont en négociation entre l'entreprise et les collaborateurs, ou l'entreprise et les représentants du personnel. Donc juste un petit mot d'introduction donc sur Testoun, donc la société que j'ai eu le plaisir de créer en 2007. Depuis cette époque, donc Testoun équipe les diagnostiqueurs immobiliers, les contrôleurs techniques, les experts, les maîtres d'œuvre et les entreprises avec de nombreuses technologies de tests, de mesures, de contrôle et de diagnostic in situ qui permettent de contrôler le bâtiment et au sens plus général l'environnement. Ceci dans différents objectifs. Donc, il y a les objectifs de respect des contraintes réglementaires, mais également pour essayer de comprendre ou d'améliorer l'environnement dans le domaine de la sécurité, de la santé, du confort, de l'efficacité énergétique, puisque c'est aussi un très très gros sujet, des lieux de vie et des lieux de travail. Donc, pour évaluer les risques et la performance du télétravail, donc les sujets ont déjà été abordés notamment par Jacques Lechelet de l'INRS. Donc, qu'est-ce que l'on souhaite pouvoir évaluer? Donc, c'est le risque d'accident, bien sûr, hein, donc ça, on va en parler. Les maladies, donc qu'elles soient physiques, les TMS ou les PSR, puisque je ne connaissais pas ce terme. Les risques liés à la perte d'efficacité, donc ça, on a également touché le sujet. Et puis, les risques liés au numérique. Donc, on a un ensemble de domaines qui peuvent être vérifiés pour gérer ces risques. Donc des domaines de sécurité, de santé, de confort, de bien-être, de productivité, de performance et de sécurité des outils, et d'efficacité énergétique. Alors, je ne vais pas en reparler de l'efficacité énergétique, mais à partir du moment où dans les accords avec les salariés, il peut y avoir la mise en place d'une contribution financière au coût du poste de télétravail, et bien évidemment, on peut se poser également le coût de l'énergie associé au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, etc. etc. Donc, est-ce que l'on va vers un diagnostic du poste de télétravail? Est-ce que c'est une nouvelle prestation que sont amenés à présenter des prestataires? L'intervention de la FIDI, la présentation à venir du Consuel, la présentation de Bureau Veritas laisse penser qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont prêts à se positionner sur ces prestations. Et donc maintenant, reste aux partenaires sociaux à se les approprier ou pas. Hein. Donc ça va être un petit peu l'objet de ma présentation, c'est de dire voilà ce qui est possible de faire, dans quel contexte, avec quel type d'outils, pour ouvrir le champ des possibles, ou justement s'alerter sur les risques que cela peut poser, notamment en termes de contrôle inapproprié de la vie privée des collaborateurs. Donc là,
la première question, évidemment, qu'on doit se poser, c'est concilier les obligations de l'employeur et le respect de la vie privée. Donc là, moi, je ne me positionne pas tellement sur ce sujet. Là, c'est plutôt le rôle du législateur et des avocats. La question de la responsabilité, évidemment, à partir du moment où il y a mise en place d'un protocole qui permet de vérifier la conformité d'un poste et que ce protocole il est partagé entre l'entreprise et les collaborateurs, comment est-ce que cette responsabilité en cas de sinistre va devoir jouer, sachant que bien évidemment c'est d'abord la responsabilité de l'entreprise, mais ça se passe pour la plupart en dehors de l'entreprise. Donc comment est-ce que l'on va pouvoir donc auditer le poste de télétravail? Donc là, moi j'ai identifié différentes pratiques possibles. Certaines de ces pratiques existent déjà, d'autres sont en train de se mettre en place. Donc les différentes pratiques, Charlotte en a parlé au début, la pratique la plus simple, c'est ce qu'on va appeler l'attestation. Donc l'attestation, c'est… Ah, j'ai mon ordinateur qui veut être branché, donc je vais essayer de lui donner à manger. Excusez-moi, j'en ai pour une seconde. Voilà, il faut Voilà. effectivement, on voit qu'en télétravail, il a besoin d'énergie. Donc, pour auditer l'attestation, donc c'est la chose la plus simple, c'est une attestation, on va dire, sans référentiel, enfin, c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire que le salarié atteste que son poste de télétravail est conforme, voilà, est conforme et confortable, voilà. Et à partir de ce moment-là, l'employeur a certainement l'impression que ça le décharge de ses responsabilités. Alors bon, j'imagine que les juristes vont nous dire que c'est probablement pas le cas. On peut aller donc un tout petit peu plus loin sur la notion d'attestation. C'est ce que j'appellerais donc une autodéclaration, c'est-à-dire que c'est le collaborateur qui va répondre à un certain nombre de questions dans un référentiel, donc un questionnaire, une application, un site internet. Et on va lui poser des questions du style voilà, est-ce que la pièce dans laquelle vous télétravaillez est isolée, quelle est sa surface, quel est son volume, est-ce qu'il y a une VMC, est-ce qu'il y a une installation électrique aux normes, et on va peut-être lui demander d'illustrer ses réponses par des réponses un petit peu plus argumentées, voire par des photos. Hein. Donc, je sais pas, faites-moi une photo de votre compteur électrique ou de votre prise électrique ou de la nourrice électrique à laquelle vous branchez vos équipements. Voilà, donc ça, ce serait la première grande catégorie de système d'audit, c'est l'autodéclaration et avec attestation du collaborateur, donc plus ou moins organisé par l'entreprise. L'entreprise, si c'est une grande entreprise, elle peut très bien envisager d'avoir un intranet où chaque collaborateur va aller déposer ses déclarations pour pouvoir ensuite les valider ou pas dans le cadre de l'accord ou les contrôler ou pas dans le cadre d'un sinistre. On peut aller un petit peu plus loin, toujours en restant dans la logique de l'autodiagnostic. Ça également, c'est des choses que je commence à voir de la part de mes clients. C'est peut-être demander aux collaborateurs de faire un certain nombre de relevés, un certain nombre de mesures. Donc, avec des appareils grand public, par exemple, mesurer un éclairage, mesurer la présence d'une terre dans l'électricité. Ça peut être fait donc avec des appareils grand public qui peuvent être éventuellement mis à disposition par l'employeur. On peut envisager une petite valise avec différents appareils suffisamment simples à utiliser de type grand public dans lequel donc, le collaborateur peut rentrer chez lui un soir, réaliser ses propres vérifications et mettre à disposition du référentiel dont j'ai parlé tout à l'heure des résultats un petit peu plus poussés en disant oui, j'ai bien une terre, elle fait bien moins de 100 ohms, j'ai bien des disjoncteurs différentiels, je les ai vérifiés. Voilà, ce genre de choses qui peuvent être éventuellement envisagées. Une nouvelle fois, je parle d'éventualité. Alors ensuite, on rentre sur le deuxième domaine, donc c'est l'inspection sur site. Donc c'est l'employeur ou c'est un organisme mandaté par l'employeur qui va venir réaliser un certain nombre de vérifications sur site. Et là, donc on peut tout envisager. Donc j'ai entendu Richard Morin pour la FIDI donc donner des exemples de contrôles qui peuvent être faits sur la qualité d'une installation de chauffage, la qualité de l'installation électrique. Et donc, ceci peut être fait
de façon spécifique par rapport à une mission donnée par l'employeur, mais également on peut se poser la question de savoir si un diagnostic existant dans le local ou dans le logement du collaborateur peut pas avoir un rôle. Je sais pas, supposons par exemple que le collaborateur habite un appartement dans lequel il y a eu un diagnostic électrique, dans lequel il y a eu un certificat consuel, dans lequel il y a eu un contrôle de la chaudière, dans lequel il y a eu un contrôle de la ventilation, dans lequel il y a eu un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Est-ce que ces documents qui ont été réalisés dans un autre cadre, dans le cadre d'une transaction, dans le cadre d'un bail, dans le cadre d'un label, par exemple, est-ce que ces documents peuvent alimenter la base d'information qui peut être mise en place entre le collaborateur et l'entreprise. Et puis, il y a une dernière classe donc, de possibilités, c'est tout ce qui concerne donc, la supervision. Donc, on a un petit peu touché le sujet tout à l'heure. On peut superviser déjà beaucoup de paramètres grâce au numérique et on peut aller plus loin en supervisant des paramètres de confort ou de sécurité directement sur le poste de télétravail. Donner quelques exemples sur ce qui pourrait être fait. Si par exemple on voulait évaluer la sécurité électrique au domicile d'un collaborateur, donc on peut par exemple lui demander une autodéclaration et lui dire est-ce que tu peux nous envoyer une photo, donc ici par exemple à gauche, une photo de ton installation électrique. Donc si par exemple le collaborateur envoyait cette magnifique photo historique, on pourrait effectivement se poser des questions et se dire tiens, il y a peut-être des mesures à prendre ou il y a surtout un risque que l'employeur ne voudra pas assumer si jamais la qualité de l'installation électrique date des années 1920. On peut également envisager avec ce type de produit, par exemple un petit appareil très simple que l'on va brancher dans une prise électrique et qui va vous afficher la présence et la valeur de la Terre. Et donc ici, on va dire, tiens, le résultat, il est bleu, on a moins de symptômes, et donc on peut considérer qu'on a une bonne Terre. On peut également avoir un petit appareil là, qui coûte moins de 20 euros, qui va permettre de vérifier que les prises sont correctement câblées et que si on a un défaut, ça va bien faire disjoncter le disjoncteur de l'installation. Bien évidemment, si on veut aller vers un diagnostic complet qui est, je dirais, plus conforme aux normes que l'on connaît dans le domaine du diagnostic immobilier ou dans le domaine du contrôle des installations électriques dans les entreprises, à ce moment-là, on va utiliser des appareils pour professionnels avec tout l'équipement de protection qui va avec. Et ce type de solutions sont bien évidemment à ne pas mettre entre les mains de quelqu'un que l'on va considérer comme du grand public. Et donc, ce sera utilisé par les prestataires de services qui vont aller faire ces contrôles. Donc, la vraie question, c'est si on choisit une méthode ou une autre, est-ce que ce diagnostic il est suffisamment fiable par rapport à l'objectif visé? Donc ça, c'est la grande question juridique que l'on va devoir se poser derrière. On a un autre sujet qui est important, c'est la relation entre la qualité d'air intérieur, la santé, le bien-être et la performance. La qualité d'air intérieur, c'est un sujet de plus en plus important. C'est un sujet qui met en œuvre différentes solutions techniques pour pouvoir la vérifier. Donc, on va soit vérifier les systèmes qui contribuent à la qualité d'air, donc par exemple le système de ventilation, mais également on va pouvoir vérifier des paramètres de mesure de différentes caractéristiques de l'air. Là, j'ai repris tout simplement une note qui s'appelle la note T112 que j'ai retrouvée sur Internet, qui est peut-être pas très très récente d'ailleurs, qui a été mise par une CARSAT et dans lequel il était dit, c'est juste des extraits que j'ai pris, hein, c'est que sensibiliser les salariés entre la relation étroite entre bien-être, performance, santé et QAI, qualité d'air intérieur. Dans le domaine de la QAI, il y a plusieurs classes de critères. Donc, il y a l'ambiance thermique, température, hygrométrie. Il y a le renouvellement d'air, donc qui est principalement mesuré sous forme d'un taux de CO2. C'est les produits chimiques qui peuvent être présents dans le local. Et c'est les particules fines qui peuvent donc indiquer une mauvaise gestion de la pollution extérieure éventuellement qui rentre dans le local.
Voilà. Et d'autre part, on est aussi, et donc ça c'est un sujet que je connais assez bien, on est dans une phase aujourd'hui où on a des appartements de plus en plus confinés, donc pour des objectifs d'efficacité énergétique. Hein, donc on a beaucoup parlé de confinement, mais on a des appartements qui sont confinés. Et ce confinement doit aller de pair avec un contrôle de la ventilation. Ce que dit cette étude, c'est que les excès de confinement font désormais l'objet d'études mettant en lien des conséquences sur le bien-être des occupants et sur leur performance cognitive. On le sait tous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vérifie ce qu'on appelle l'indice de confinement dans les écoles aujourd'hui. On sait tous que dans les écoles, lorsqu'on met beaucoup d'élèves dans une salle de classe et que le confinement est trop important et que la ventilation est de mauvaise qualité, on sait tous que les élèves ont une attention qui va baisser au bout de quelques dizaines de minutes et que la capacité cognitive de l'être humain va en être directement impactée. Et donc, de savoir contrôler ces éléments, c'est quelque chose d'important. Donc, dans les paramètres que l'on peut donc être amené à contrôler, on va avoir donc tout ce qui concerne la sécurité électrique, j'en ai déjà parlé. Le local en lui-même, sa surface, son volume, ses critères d'habitabilité, de la configuration du logement, le fait de travailler dans des endroits qui peuvent être fort sympathiques, du style j'ai aménagé mon bureau dans la cave ou j'ai aménagé mon bureau dans la cabane au fond du jardin où je vais effectivement au café. C'est des choses qu'il faut pouvoir identifier et souvent, ces endroits sympathiques ne sont pas forcément adaptés pour y rester longtemps parce qu'il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas d'efficacité énergétique, etc. Et donc, la position du local, alors après, je ne parle pas non plus du fait que la pièce est isolée, que la famille n'est pas dans la même pièce, que les animaux domestiques ne sont pas dans la même pièce, mais tout ça, ça fait partie bien évidemment des choses qu'on peut être amené à contrôler. Tout ce qui concerne le mobilier, donc on en a parlé déjà pas mal puisque ça contribue au risque TMS. Donc le fait d'avoir une table d'une taille suffisante, d'avoir un fauteuil avec une ergonomie suffisante, on sait que les fauteuils, il y a des normes, donc on peut se rattacher à des normes, ça peut être assez simple, mais encore faut-il le vérifier ou être en capacité de le vérifier. Donc ensuite, il y a tout ce qui concerne la ventilation, débit d'air, taux de renouvellement d'air, taux de CO2, l'éclairage. Dans les obligations de l'entreprise, il y a de fournir un éclairage de qualité, donc là ça fait partie également des obligations. Et donc en termes de qualité d'air, on a différentes familles, donc le confort thermique, température hygrométrie, et puis tout ce qui va avoir un impact éventuel sur l'efficacité, le taux de CO2 ou sur la santé. Les COV, les particules fines, le monoxyde de carbone, si on est à proximité d'une chaudière qui génère du monoxyde de carbone, il peut y avoir un risque. Et puis, il y a toutes les nuisances qui pourraient être présentes dans le logement. Il y a des logements qui sont très, très bruyants, donc voilà, les voisins qui font du bruit, des nuisances lumineuses, un éclairage non approprié, des nuisances olfactives, pourquoi pas. Tout ceci pourrait être source d'inconfort pour le collaborateur. Donc, tout ceci me laisse penser qu'on peut aussi aller vers la mise en place de systèmes de contrôle en continu. Hein. C'est ce que on a abordé le sujet tout à l'heure lors de la conférence de démarrage. Donc aujourd'hui, les outils numériques peuvent contrôler énormément de paramètres déjà, la présence, la connexion, l'usage, etc. Et il est extrêmement simple aujourd'hui de raccrocher des petits capteurs que l'on va mettre accrochés à l'ordinateur ou qui sont complètement indépendants, qui vont pouvoir remonter des paramètres, voire remonter des alarmes. Alors par exemple, là j'utilise un visuel qui m'a été fourni par un de nos fournisseurs, donc la société Terra Labs, donc qui développe des petits boîtiers comme ceci qui vont pouvoir mesurer de très nombreux paramètres et envoyer par exemple sur un cloud toutes les 10 minutes ces différents capteurs et pouvoir sortir une alarme par exemple lorsqu'un taux de CO2 est durablement trop élevé. On va avoir ce qu'on appelle l'indice de confinement, l'ICON, indice de confinement, donc, qui porte un très joli nom à notre époque. Et cet indice de confinement qui est une valeur de 0 à 5 qui peut indiquer que
au-dessus de 3, on est en présence d'un local qui est mal ventilé et qui ne permet pas d'avoir une attention soutenue pendant longtemps. Les autres paramètres peuvent être plus spécifiques à certaines situations, telles que le radon ou les particules fines. Voilà, ils ne sont pas forcément toutes très utiles dans le cadre du travail, mais il faut savoir que ça existe et qu'une entreprise qui souhaiterait mettre en place une stratégie très agressive de télétravail, avec peut-être réduction de ces locaux professionnels pour que les collaborateurs soient de façon importante en travail à domicile, pourraient investir dans des techniques de contrôle qui peuvent être vues évidemment comme du contrôle négatif, mais également vues comme de façon très très positive, puisque ça permet d'alerter les risques. Alors, je vais terminer, puisque j'aime bien montrer des petites photos. Ça, c'est notre métier, donc c'est de fournir ce type de solution. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces appareils, mais il y a des appareils qui contribuent au contrôle de la sécurité électrique, au contrôle de la ventilation, de la qualité d'air, des mesures de surface, etc. etc. Là, je viens juste, j'ai mon petit, ah bah tiens, j'ai fait une bêtise. J'ai mon petit testeur de qualité d'air qui est à côté de moi, et là, voilà. Pendant que j'ai parlé, j'ai atteint 1268 ppm de CO2 à mon poste de travail. Donc, normalement, à partir de 1000 ppm, il faut se dire que c'est le moment d'ouvrir une fenêtre ou de relancer la ventilation. Donc, ça va assez vite. Je suis tout seul dans un bureau de 12 mètres carrés. Et au bout de 45 minutes, on atteint déjà des seuils qui sont au sens des recommandations déjà, pas à risque, mais sur lequel il est bon de prendre des mesures. Voilà, je crois que j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si Oui, je suis dans le timing. il y a des questions. Le timing est parfait. Merci Jean-Michel. On peut arrêter la présentation. Je l'ai coupé moi-même. Effectivement, c'est effrayant là, ce que tu nous dis là sur le CO2. En tout cas, merci d'avoir fait cet état des lieux des différentes solutions qu'on peut avoir sur les types de diagnostics. C'est ce qu'on avait dit pour lancer ces différentes présentations. Alors, on peut se poser la question. Moi, il y en avait une qui me venait, c'est qu'il y a quand même le test d'infiltrométrie. Est-ce que ça remet pas, vous savez, la perméabilité à l'air des bâtiments, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un bâtiment Tupperware, c'est-à-dire qu'il y a une bonne équation entre la perméabilité, on fait rentrer de l'air, mais pas trop, parce que pour l'énergie, c'est pas bon. Donc on est pris par cette dualité constante de dire il faut en faire rentrer un peu pour la santé des occupants, mais d'autant plus qu'aujourd'hui ils sont vraiment en télétravail, mais pas trop parce que c'est pas bon pour l'énergie. Donc est-ce qu'aujourd'hui ça remet sur le devant de la scène, selon toi, le test d'infiltrométrie qu'on pourrait un peu généraliser, parce que c'est un dispositif un peu lourd de le faire aussi dans un logement d'un télétravailleur. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse l'envisager dans un bâtiment existant. Ça n'a pas été pensé comme ça. Par contre, c'est sûr que les appartements qui sont aujourd'hui RT 2012 ont vocation à être étanches pour des raisons d'efficacité énergétique. Le législateur a souhaité que ce soit contrôlé en fin de chantier. Et donc, aujourd'hui, tout a été mis en œuvre pour que ces logements soient étanches. Par contre, il y a un corollaire à ça, c'est que la ventilation soit de bonne qualité, aussi bien pour éviter l'humidité, les moisissures, mais également un confinement trop élevé, donc ce fameux indice de confinement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, on échange beaucoup sur la thématique. Ok, c'est bien de contrôler l'étanchéité à l'air du bâtiment, mais il faudrait également vérifier la qualité de la ventilation. Donc, il y a plein de travaux en cours pour améliorer la qualité des ventilations, et ces travaux peuvent servir aussi bien dans un contexte de contrôle de fin de chantier que dans un contexte de vérification dans un appartement, aussi bien pour une transaction, une location, que pour un contrôle télétravail. Donc tout ceci va bénéficier, tous ces travaux vont bénéficier à cette logique qu'on ne peut pas penser l'un, donc l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, sans l'autre, la qualité de la ventilation.
Oui. Ce que je vois là, c'est sur le matériel, il y a peut-être deux types de matériel. Il y a le matériel qui peut être utilisé que par un diagnostiqueur, Mmh, mmh, par un professionnel, et puis il y a des mmh. matériels qui peuvent être peut-être positionnés par directement l'entreprise qui fournit Ouais. ça chez le collaborateur. Et donc, est-ce qu'il y a une segmentation de ces matériels-là? Et donc, aujourd'hui, ce serait quoi le coût est-ce qu'il y a un kit de matériel pour le télétravailleur? C'est sûr que les professionnels que l'on équipe, ils ont des équipements, ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros, allez, on va dire 3, 4, 5 000 euros pour aller faire un diagnostic. Ok, donc voilà, ça c'est typiquement l'équipement qu'un professionnel Ouais, va investir pour pouvoir aller faire ses prestations, et il va la grande partie de ce qu'aujourd'hui un diagnostiqueur immobilier peut avoir, ou un contrôleur technique a, vont servir pour ce type de diagnostic. Et puis c'est amorti bien évidemment sur un grand nombre de prestations. S'il s'agit de faire un contrôle ponctuel, tester une terre ou tester la présence d'un disjoncteur différentiel, j'ai montré tout à l'heure des petits appareils qui coûtent entre quelques dizaines, mais certains vont coûter quelques centaines d'euros, et donc c'est pas forcément intelligent de se dire on va demander aux collaborateurs de les acheter pour les utiliser une fois, quoi. Donc ça n'a pas trop de mmh, sens. Maintenant, c'est vrai que pour quelques centaines d'euros, on pourrait se constituer un petit kit qui va contrôler quelques paramètres électriques, quelques paramètres de confort, de qualité d'air, et qui pourrait être mis dans une valise et prêté aux collaborateurs pour une soirée. Donc ça, ce serait pas très cher. Quant à la supervision, l'offre est en train d'exploser. C'est-à-dire que grâce notamment à l'Internet des objets, grâce au réseau, grâce à la 5G, grâce à tout ça, aujourd'hui, on est capable de connecter des petits dispositifs qui sont de moins en moins onéreux, et de les positionner voilà, sur son poste de travail sous forme d'un petit cube ou d'un petit appareil de ce type-là. Là, il y en a vraiment à tous les prix. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont coûter moins de 100 euros et qui vont mesurer 2-3 paramètres. Et puis, si vous voulez mesurer tous les paramètres que j'ai montrés, y compris les COV, y compris le radon, y compris les particules fines, etc., là, à ce moment-là, on est plutôt dans la gamme 500 à 1000 euros par poste. ok. Sur les appareils finalement qui sont plus en mesure continue, Mmh. donc aujourd'hui, comme ceux qui mesurent, j'aime beaucoup le nom, l'indice de confinement, L'indice de confinement, absolument. Mmh. ICON, si j'ai bien Oui, retenu. oui. Quel est le coût, et est-ce que finalement, l'idée c'est quand même que ça reste chez le collaborateur, ça, hein, Oui, absolument. Ça, c'est de la mesure en continu. Alors, enfin, c'est de la mesure en continu ou non. C'est-à-dire qu'un indice alors, déjà, j'extrapole un petit peu, hein. C'est-à-dire que quand je parle de l'indice de confinement au poste de télétravail, je fais une extrapolation. Aujourd'hui, l'indice de confinement est un terme qui est utilisé principalement dans les ERP de catégorie 5, c'est-à-dire et 4 maintenant, c'est-à-dire dans les écoles. Et c'est un paramètre qui a été défini par le CSTB pour faire une évaluation globale du fait que lorsqu'on émet du CO2 dans une pièce, ce CO2 va être évacué par une bonne ventilation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CO2, c'est un gaz qui est extrêmement volatile. C'est-à-dire que là, par exemple, je mesure 1268 ppm. Si j'ouvre la fenêtre, dans 30 secondes, ça va descendre à 400, 500, 600. Donc en fait, une mesure ponctuelle n'a pas de sens. La mesure de CO2, elle doit se faire sur une durée assez longue. Et l'indice de confinement, c'est quelque chose qui se mesure sur à peu près une semaine. Donc, on peut, avec des outils aujourd'hui qui sont effectivement, qui coûtent 200-300 euros, avoir une mesure d'indice de confinement en mettant un capteur de CO2 pendant une semaine, et puis un petit logiciel derrière qui va le calculer. Voilà. Ouais. Oui, puis j'imagine qu'il faut le faire à différentes périodes, parce qu'en hiver, on n'a pas les mêmes usages qu'en été C'est ou au ça. printemps, en C'est fonction des ça. fenêtres. Il est recommandé de le faire à deux périodes climatiques différentes. Cet appareil est génial, je trouve. Il y a une question de François qui dit est-ce que avec tous ces appareils, voilà, Monsieur Morin qui parlait de 100 euros, donc je reprends la question de François, hein. Monsieur Morin parlait de 100 euros pour un diagnostic. Avec tous ces matériels, les diagnostiqueurs réaliseront des diagnostics de qualité, point d'interrogation. Est-ce que tu as un avis là-dessus?
Les diagnostiqueurs, bon, ce sont mes clients, donc je ne vais pas dire du mal d'eux. La qualité du travail, il est réalisé parce que ce sont des gens qui sont soumis à tout un ensemble de réglementations, de certifications, de formations. Ils ont une déontologie, etc., etc. Et donc, la qualité du travail, elle est déjà dans les gènes de cette profession ou de ces professions du contrôle technique, qui sont des professions très très réglementées. Si on parle des bureaux de contrôle, ils sont sous accréditation du COFRAC, donc ce sont des métiers extrêmement sérieux dans leur approche. Après, bien évidemment, le client final est le seul juge de la qualité de la prestation qui lui est donnée par son fournisseur de services. Oui. On peut imaginer que peut-être demain, il y aura aussi une certification pour les diagnostiqueurs sur le télétravail. C'est pas encore. S'il y a des certificateurs qui s'approprient le sujet parce qu'ils considèrent qu'il y a un marché et que c'est un signe de qualité de la prestation, bien évidemment que ça arrivera. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, Jean-Michel. Merci pour cette présentation. Toujours, et c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous, toujours extrêmement précis. On sent l'ingénieur sur la qualité des données et sur le travail que tu as fait pour cette présentation, et on t'en remercie.